avez été des milliers à acheter le livre Goût d'Afrique, mon premier livre de recettes, et je vous en remercie infiniment. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où nous parlons de cuisine, nous parlons de recettes, nous parlons aussi de produits, nous parlons de comment nous pouvons faire avancer notre continent, que nous soyons sur le continent ou hors du continent, au travers de notre patrimoine culinaire. Je suis le chef Anto, chef de cuisine, spécialiste des cuisines d'Afrique, auteur, et je suis ravie de vous retrouver ici. Si cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger gratuitement la version digitale du magazine Afro Cooking dont je suis la directrice artistique. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une jeune fille qui est blogueuse et qui m'a dit « Chef, j'ai vu votre livre, il est super, moi aussi je voudrais publier un livre de recettes, comment faire ?» La première question que je poserai à quelqu'un qui veut publier un livre de recettes, c'est la suivante. Pourquoi tu veux publier un livre de recettes? Est-ce que tu veux publier un livre de recettes parce que ça fait joli d'avoir son CV auteur du livre les dernières recettes des ancêtres? Est-ce que c'est parce que tu veux transmettre un savoir? Est-ce que c'est parce que tu as des recettes de grand-mère que ta grand-mère, ta mère ou des ancêtres ont léguées et tu ne veux pas qu'elles se perdent, tu veux qu'elles soient transmises de génération en génération et tu veux mettre tout cela par écrit pour que cela soit conservé. Sachez que c'est important de savoir pourquoi vous voulez publier un livre de recettes parce que ce pourquoi, la réponse à ce pourquoi va vous permettre de pouvoir adapter votre stratégie de publication du livre de recettes. Donc, première question, pourquoi tu veux publier un livre de recettes? Il est important d'être honnête avec cette réponse. Est-ce que c'est parce que tu veux te faire de l'argent? Parce qu'il y en a qui se disent, ben, je veux publier un livre de recettes parce que moi je veux vendre et comme je veux vendre, voilà. Est-ce que je veux pallier à un manque de savoir dans un domaine précis? Ça peut être des recettes de pharmacopée. C'est important de pouvoir répondre à cette question parce que c'est ce qui va vous permettre de pouvoir définir votre stratégie lors de la publication de votre livre. La deuxième question, c'est à qui s'adresse le livre? Un livre de cuisine ne s'adresse pas à tout le monde, ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que tout le monde n'a pas des livres de cuisine chez lui. Donc, quel est le public que tu veux viser? Le problème, c'est que souvent les gens veulent écrire des livres, mais ils ne savent pas à qui s'adresse. Il faut bien différencier que si par exemple vous êtes blogueur, vous êtes sur les réseaux sociaux, les gens qui vous suivent, vos sympathisants, vos fans, en tout cas les gens qui sont avec vous sur les réseaux sociaux, ne sont pas forcément les personnes qui vont acheter votre livre. Donc quand vous décidez d'avoir une idée de livre, dites-vous à qui je m'adresse. Parce que la personne, le public que vous visez, vous permettra aussi d'adapter votre langage. Vous avez des livres qui sont destinés, par exemple, qu'à des étudiants qui sont en cuisine. On a des livres de recettes qui sont destinés seulement à des professionnels. Vous avez des livres de cuisine qui sont destinés à des enfants. Vous avez des livres de cuisine destinés à des gens qui sont pressés, qui n'ont pas le temps. La façon dont même vous allez écrire vos recettes dépendra du public que vous visez. Si c'est un public, par exemple, qui est averti, c'est-à-dire un public qui connaît la cuisine que vous voulez partager, il y a des détails que vous n'aurez pas forcément besoin de mentionner dans le livre. Par contre, si c'est un public novice, qui n'y connaît rien à ce que vous voulez partager, transmettre, il y a des détails auxquels il faudra faire attention. Donc, il est important de savoir à qui s'adresse le livre en question. Maintenant, je vais vous donner les qualités d'un bon livre de recettes. La première chose, c'est le contenu. Votre livre doit intéresser. Si en tout cas vous avez bien défini votre cible, il doit avoir un public qui est prêt à investir pour avoir ce livre. Ça peut être des écoles, par exemple, des écoles de cuisine. Si votre livre est destiné à des étudiants qui sont en cuisine, les écoles de cuisine doivent être prêtes à investir de l'argent dans votre ouvrage. Si c'est à des enfants, les parents qui vont acheter pour les enfants doivent
voir dans le livre des choses intéressantes qui se disent « Ah ben ça, ce serait important que mon enfant puisse avoir ce type de connaissances. » Si ce sont des novices, il faut qu'il y ait un thème à l'intérieur qui fait que les gens ont envie de pouvoir acheter. D'accord? Par exemple, dans ce livre, le titre c'est « On mange quoi ?» On mange quoi? C'est une question que très souvent, quand on rentre du travail, qu'on est fatigué, qu'on a une journée vraiment épuisante, je rentre le soir à la maison. Et souvent, si ce n'est pas un monsieur qui pose la question, c'est souvent les enfants qui posent à la maman. Qu'est-ce qu'on mange? On mange quoi? Et donc, ça veut dire que quelqu'un qui se pose souvent cette question, lorsqu'il va dans une librairie, il voit un livre de recettes où c'est écrit « On mange quoi ?» Tout de suite, ça lui donne envie d'acheter parce qu'il se dit, dans ce livre, je vais trouver des recettes parce que peut-être cette personne en a marre de faire toujours les mêmes choses. Elle va se dire, ben dans ce livre, je vais retrouver des recettes diversifiées qui vont me permettre de pouvoir diversifier ma cuisine et que lorsqu'on me demande le soir ou un midi que on mange quoi, que je ne sois plus là à réfléchir que je n'ai pas pensé, je n'ai pas réfléchi. J'ai mon livre de cuisine où c'est écrit les recettes qui sont adaptées aux questionnements que je me pose. J'espère que vous comprenez. Donc, il ne s'agit pas de faire des recettes pour faire des recettes. Il faut que le sujet que vous mettez dans votre livre intéresse les gens. En plus d'intéresser les gens, il faut que les recettes soient faciles de compréhension. Tant de fois, lorsqu'on a des recettes, les gens nous envoient des recettes pour le magazine Afro Cooking. Vous lisez la recette, des fois je suis obligée de rappeler la personne pour lui dire mais en fait je n'ai rien compris de ce que tu viens de dire dans la recette. Les mots ne sont pas bien employés. La personne va dire il faut fendre en deux, mais en fait dans son esprit c'est couper en deux. Mais moi j'ai compris en fait ce qu'elle a voulu dire. Sauf que quelqu'un qui n'y connaît rien, il a la recette, il entend fendre, il va fendre et fendre c'est faire une fente, ce n'est pas couper en deux. Par exemple. Et vous avez plein de gens ou certains qui vont employer des termes très techniques. Utiliser la douille 5, utiliser l'emporte-pièce numéro 8. Mais est-ce que la personne qui a acheté le livre sait ce que c'est que la douille numéro 5? Sait ce que c'est que l'emporte-pièce numéro 8? Donc vous devez adapter votre langage et vous dire la personne qui est en face de moi n'y connaît rien, mais est intéressée par le sujet que je lui propose. Donc, il faut que je puisse adapter mon langage pour qu'elle puisse comprendre le message que je veux lui transmettre. Il ne faut pas hésiter dans votre livre à mettre des conseils notamment pour les personnes qui ont des spécificités dans leur régime alimentaire. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui mangent sans gluten, vous avez des personnes qui sont végétariennes, qui sont véganes, des personnes qui sont diabétiques, des personnes qui ont de l'hypertension. N'hésitez pas à mettre aussi des conseils. Le problème, c'est que souvent les gens font des recettes, mais ils pensent que tout le monde va manger ça. Pensez aux diabétiques. Si c'est un livre de recettes de pâtisserie, pensez aux diabétiques et dire, par exemple, pour les personnes qui sont diabétiques, vous pouvez remplacer ce sucre-là par tel sucre qui a un indice glycémique moins élevé. N'hésitez pas à faire ce genre de conseils parce que quand il y a ce genre de conseils, ben vous touchez encore plus devant parce que les gens se disent, en tout cas, l'auteur a pensé à moi parce que voilà, je me retrouve dans ces recettes parce que je peux faire ces recettes malgré les spécificités alimentaires que je peux avoir. N'hésitez pas à donner aussi des conseils pour des personnes qui auraient du mal à trouver un produit bien spécifique. Par exemple, de dire, si vous ne trouvez pas la farine de manioc, remplacez par la farine de maïs, par exemple. Si vous n'avez pas de la sardine fumée ou du maquereau fumé, vous pouvez utiliser du saumon fumé. Ce genre de conseils sont vraiment importants parce que ça permet au public, en tout cas au lecteur, de se dire, même si je n'ai pas exactement les mêmes produits, je peux quand même faire la recette. Ce qui est important aussi dans le contenu, c'est il faut à tout prix faire relire vos recettes par une tierce personne. Souvent, quand on est dans le mouvement, on écrit les recettes, il y a des choses qui nous paraissent tellement évidentes
qu'on oublie même de les mentionner dans la recette. Et le fait de les faire relire votre recette par quelqu'un d'autre, d'abord ça permet de corriger toutes les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, les fautes de grammaire, les fautes de formulation. Mais ça permet aussi de pouvoir se dire, ah, il y a une étape, j'ai l'impression que tu as oublié. Alors moi ça m'est arrivé lorsque j'ai écrit les recettes du livre Goût d'Afrique. Il y avait des étapes pour moi qui étaient tellement évidentes que je ne les ai pas mentionnées. Sauf que la personne qui a lu les recettes, c'est quelqu'un qui n'y connaissait rien aux cuisines africaines. Donc quand elle a lu, elle m'a dit, ah ben là j'ai pas compris, il y a tel niveau, j'ai l'impression qu'il manque une étape. Ou tu parles de tel ingrédient, mais il n'est pas dans la liste d'ingrédients. Ou il y a tel ingrédient dans la liste d'ingrédients, mais tu ne le mentionnes pas dans le déroulé de la recette. Donc c'est important de faire relire par une tierce personne. Et c'est même important de refaire les recettes par la personne qui va relire les recettes. Parce que quand elle suit la progression, exactement la progression que vous avez mis dans la recette, et ça lui permet de pouvoir savoir si elle a assimilé la recette. Et si elle a assimilé la recette, normalement n'importe qui devrait pouvoir assimiler la recette. La deuxième qualité d'un bon livre de recettes, c'est le contenant, le livre en lui-même. Donc le livre, il est important d'avoir des photos, de très belles photos, des jolies photos, de faire appel à un styliste culinaire. Il est important d'avoir un très bon graphiste qui va s'occuper justement de tout ce qui est pagination, donc la disposition des photos, la calligraphie, les couleurs. C'est important d'avoir ça. Le problème, c'est que souvent, on est très centré sur les recettes, mais les photos, le livre en lui-même ne donne pas envie. Et c'est ça qui fait que très souvent, les livres de cuisine africaine subsaharienne n'ont pas beaucoup de succès parce que visuellement, ça ne donne pas envie. Sachez qu'un photographe culinaire, c'est un photographe culinaire. Un photographe qui photographie des personnes, c'est un photographe qui photographie des personnes. Ce n'est pas la même chose. De la même façon qu'un médecin généraliste, un médecin cardiologue, un médecin ophtalmologue, les trois sont médecins. Les trois ont le doctorat, mais chacun a sa spécificité, chacun a sa spécialité. Le généraliste ne sera jamais ophtalmologue. Quand vous allez voir un généraliste et que vous avez mal aux yeux, il va vous dire allez voir un ophtalmo. Le problème chez nous, c'est qu'on prend le même photographe qui photographie les personnes, c'est lui qui vient photographier les plats et c'est pour ça que c'est vilain. Vous devez prendre un photographe culinaire, quelqu'un qui est spécialiste de ça. Et je peux vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand on a fait le magazine Afro Cooking, au début, vous verrez à partir du magazine numéro 5, les photos sont juste sublimes. Parce qu'à un moment, quand Kossi Modeste a fait l'audit du magazine, on a dit mais les photos sont moches. Il vous faut un professionnel de la photographie culinaire. Lorsqu'on a une autre photographe culinaire et qu'il a fallu et qu'on a fait le magazine, visuellement ça n'avait rien à voir. Vous verrez les couvertures de 1 à 4 et les couvertures du 5 au 8, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Pareil, on a pris un graphiste, une graphiste qui est spécialisée dans les livres de cuisine. Donc les couleurs, la disposition, la face, la calligraphie, tout ça c'est important. Si vous négligez ça, ben, c'est pas la peine parce que personne n'achètera votre livre. Et franchement, c'est dommage de faire un livre, parce que c'est beaucoup de travail, qui a peut-être un contenu très intéressant, mais dont l'habillage n'est pas beau et du coup ne donne pas envie. Donc il faut un photographe culinaire, il vous faut un styliste culinaire. Le styliste culinaire, c'est lui qui va mettre en scène le plat, par exemple, les recettes que vous avez faites, il va les mettre en scène. Alors aujourd'hui, vous avez des photographes culinaires qui sont aussi stylistes, mais en général, c'est un photographe, un styliste, c'est un styliste. C'est deux personnes différentes. Mais ça peut arriver d'avoir un photographe qui est aussi styliste, qui s'y connaît en tout cas en stylisme culinaire, qui sait vraiment mettre en avant. Donc, il va jouer sur les matières, il va jouer sur les contenants dans lesquels on va dresser, il va jouer sur les couleurs, c'est-à-dire la couleur du plat avec la couleur du contenant, avec les accessoires et tout ça. C'est le stylisme culinaire qui fait tout ce travail.
N'oubliez pas cette phrase, la qualité de ta préparation déterminera la qualité de ta performance. Si vous voulez un livre de recettes performant, tous ces petits détails collés bout à bout et qui sont vraiment bien aiguisés vous donnera un magnifique livre de recettes. Ensuite, la troisième qualité d'un bon livre de recettes, c'est la couverture. La couverture, quand vous allez dans une librairie, imaginez votre client, votre cible, votre client idéal. Elle va dans une librairie où il y a des dizaines, des centaines de livres de recettes, mais il veut juste un livre. Qu'est-ce qui va attirer son œil? C'est la couverture. Avant même d'ouvrir, c'est la couverture. La couverture est importante. Le titre du livre est important. Donc, il faut réfléchir à ça. En général, on choisit des titres courts qu'on peut retenir facilement. La couverture peut être mate, ça peut être brillant, mais elle doit taper à l'œil, ça doit vous interpeller. Ici, je vous montre un livre où c'est on mange quoi, c'est-à-dire que vous allez dans une librairie, vous voyez tout de suite on mange quoi, 200 recettes faciles à préparer en 20 minutes pour toutes les occasions. Tout de suite, vous vous dites, bah, si c'est la cible, en tout cas, ah ben, ce livre me parle, j'ai besoin de ce livre, ou j'ai une copine, je veux lui offrir un livre, ben, j'ai une copine, elle se dit tout le temps qu'elle ne sait jamais quoi cuisiner, ben, ce livre-là l'intéresserait, je vais le lui offrir. Pour Goût d'Afrique, on avait choisi plutôt alors la couverture est mate, elle n'est pas brillante comme le précédent livre, mais les couleurs sont flashy. Le fait que vous voyez ça, tout de suite ça vous interpelle, c'est joli, c'est beau, c'est écrit Goût d'Afrique, alors ça vous interpelle. Donc la couverture, c'est vraiment important. Je vais vous montrer deux couvertures différentes. Celle-là est plus flashy, l'autre n'est pas flashy, mais le titre interpelle. C'est important de penser à ça lorsqu'on veut un livre, un bon livre de recettes. Et ça, c'est une qualité très importante à ne pas négliger. Comment publier un livre de recettes? Alors, vous avez deux options. La première option, c'est de pouvoir passer par une maison d'édition. Alors, je veux interpeller, en tout cas, tous ceux qui veulent faire appel à une maison d'édition. Sachez qu'une maison d'édition, ce sont des businessmen. D'accord? Donc, quand vous allez voir une maison d'édition, elle va mettre son argent pour pouvoir publier votre livre. Elle va mettre son argent, elle va mettre son réseau, elle va payer son graphiste, elle va payer un photographe, elle va payer un styliste, elle va payer quelqu'un qui va relire les recettes, elle va dépenser de l'argent. Et donc, en retour, elle veut être sûre qu'elle va avoir retour sur investissement. Et pour être sûre de ça, c'est tout ce dont on a parlé avant. Ça veut dire qu'elle va vous poser les mêmes questions que je vous ai posées au départ. C'est à qui s'adresse le livre. Elle va vous demander qui êtes-vous? Pourquoi vous pensez que votre livre peut intéresser les gens? Vous êtes qui? Est-ce que vous avez une certaine notoriété? Est-ce que vous avez... elle va regarder votre communauté. Alors, le tout n'est pas d'avoir énormément d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est de voir aussi leur taux d'engagement. Lorsque vous publiez, lorsque vous faites des choses, elle va regarder si vous avez déjà vendu un livre auparavant, combien de livres vous avez vendus. Elle va regarder si le thème dont vous voulez parler dans le livre intéresse les gens. Est-ce que c'est quelque chose d'actualité? Et tout ça va lui permettre de se dire, ben, si je mets de l'argent, je vais avoir retour sur investissement. Donc, les avantages d'une maison d'édition, c'est que vous allez pouvoir bénéficier justement de professionnels qui ont l'habitude justement de travailler avec une maison d'édition, donc photographe, styliste culinaire. Vous n'avez rien à dépenser, tout ce que vous avez à faire, c'est juste d'écrire les recettes. Un autre avantage, c'est que vous bénéficiez du réseau de distribution de cette maison d'édition. Donc, c'est elle qui va aller démarcher des librairies, c'est elle qui va aller démarcher, en tout cas, des libraires, des groupes de librairies pour pouvoir vendre votre livre là-bas. C'est elle qui va fixer le prix aussi, elle va voir combien ça lui a coûté, combien elle veut gagner. C'est elle qui va fixer ça. C'est la maison d'édition qui va gérer les stocks. Donc, vous n'avez pas à avoir des livres chez vous. Souvent, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent « Oui, je veux des livres, mais en fait, moi, j'ai pas de livres. » Tout est chez la maison d'édition, c'est elle qui gère les stocks.
Un autre avantage, ce sont les séances de dédicace. C'est elle qui va organiser les séances de dédicace. Et ce qui est intéressant avec une maison d'édition, c'est le suivi des ventes. Elle est capable de vous dire à un temps T, vous avez vendu tant de livres. Si moi aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a vendu plus de 10 000 livres et que le livre a été réédité 3 fois en un an, toutes ces informations me viennent de la maison d'édition. Et ce qui est bien aussi, c'est que pour rééditer le livre, c'est facile parce qu'elle a tous les fichiers, elle a tout, c'est elle qui maîtrise la chaîne. Et donc, c'est facile de rééditer un livre lorsqu'on appartient à une maison d'édition. Les inconvénients, c'est qu'on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent parce que la plus grosse partie, c'est la maison d'édition qui va le garder. Il faut savoir que quand vous appartenez à une maison d'édition, vous gagnez à peu près 4 à 8% du montant du livre. C'est-à-dire que pour chaque livre vendu, si c'est un livre qui est vendu à 10 €, eh ben, vous gagnez entre 40 et 80 centimes par livre vendu. Et un autre inconvénient, c'est que vous dépendez de la maison d'édition. Vous ne pouvez rien faire sans contacter la maison d'édition parce que c'est elle qui gère même quasiment toute la communication qui est liée à votre livre. Une autre façon de publier son livre, c'est l'auto-publication. Ça veut dire que c'est vous-même qui allez jouer le rôle de la maison d'édition et faire toutes les démarches. Vous allez écrire les recettes, c'est vous qui allez devoir trouver le photographe, trouver le styliste culinaire, trouver le graphiste, c'est vous qui devez les payer. C'est vous, alors important, il faut toujours faire un contrat pour ces personnes-là. Parce que si votre livre marche et que vous n'avez pas fait de contrat et que ce sont les photos de la personne et qu'elle se rend compte qu'en fait son livre marche, elle a des sous, moi j'ai pas de sous, moi on m'a pas payé, elle peut se retrouver contre vous et vous dire de ne plus utiliser ces photos. Ah oui, parce que ça c'est propriété intellectuelle. Donc c'est important lorsque vous publiez un livre de pouvoir faire attention à tout ça. Faites des contrats, même si la personne est gentille aujourd'hui, demain, vous savez, quand on a besoin d'argent, les gens oublient la gentillesse. Faites des contrats. Payez les personnes qui ont travaillé pour vous. C'est à vous de le faire. C'est vous qui vous occupez de tout, de l'écriture à la promotion du livre. Donc, vous devez être partout, vous devez penser à tout. C'est vous qui fixez le prix. L'avantage dans tout ça, c'est que vous avez plus de gains parce que comme vous avez tout fait, la plupart des sous vous reviennent. C'est vous qui gérez tout, c'est vous qui décidez là où vous voulez vendre, là où vous ne voulez pas vendre. Les inconvénients, c'est que c'est beaucoup de travail et qu'il faut démarcher les librairies, il faut démarcher tous les endroits où vous souhaitez faire des dédicaces. C'est vous qui gérez vos stocks, donc vous devez savoir, et souvent c'est très difficile parce que quand on fait un livre en auto-publication, souvent on donne beaucoup. On donne cadeau, on va donner à des influenceurs, on va donner à ici, on va donner là. Et au final, on ne sait plus trop combien on a donné, combien on n'a pas donné, enfin combien il nous reste, combien on a réellement vendu. Et il est important quand vous faites en autopublication, en tout cas, de pouvoir gérer un fichier vraiment proprement pour savoir combien j'ai vendu, combien j'ai gagné, combien j'ai perdu. Bon. Aujourd'hui, je connais très peu de gens qui ont fait des livres en autopublication qui gagnent vraiment de l'argent dedans. Parce que c'est beaucoup de travail et c'est pas toujours facile. Et très souvent, parce que ça génère beaucoup d'argent au départ et que les entrées sont des fois plus longues à venir, ben, pour rééditer un livre en auto-édition, des fois c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que vous en savez plus si vous voulez publier un livre de recettes, que ce soit recettes de cuisine, recettes de pâtisserie, recettes de pharmacopée, de remèdes, de grand-mère pour se soigner. Toutes ces indications sont importantes pour le succès de votre livre. N'hésitez pas à me poser vos questions. Je suis disponible sur mes réseaux, le Chef Anto, que ce soit en dessous, vous pouvez poser vos questions sous la vidéo en commentaire. Vous pouvez m'envoyer vos messages sur Facebook, Instagram, Twitter, le Chef Anto, ou par mail sur www.lechefanto.com. J'étais heureuse de répondre à toutes ces questions. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.